Bonsoir à tous. Donald Trump est-il devenu vraiment président cette semaine? Même ses adversaires le reconnaissent. Il a réussi son grand oral devant le Congrès américain mardi soir. Il s'est présidentialisé. Un changement de ton rapidement éclipsé il y a 2 jours par un nouveau scandale. Son administration se retrouve encore accusée de liaisons dangereuses avec la Russie. On parlera aussi dans ce journal de la réapparition cette semaine de George Bush, artiste peintre, du Parti démocrate aussi qui se réorganise et du regard que portent les Américains sur notre campagne électorale, tout aussi imprévisible que la leur. Pour dérouler cette actu très américaine cette semaine, Soufiane Al-Sabag est avec nous. Vous êtes écrivain, spécialiste de la droite américaine. Vous contribuez au Huffington Post et vous animez un blog, 4e Voix. Merci d'être avec nous. Mais direction tout de suite Washington avec cette nouvelle affaire qui secoue l'administration américaine. Le ministre de la Justice, Jeff Sessions, se retrouve dans la tourmente, mis en cause pour avoir menti sur ses contacts avec la Russie. Donald Trump a été obligé de monter au front pour le défendre. Le président américain dénonce une chasse aux sorcières. Camilla Campusano. Donald Trump, derrière son ministre de la Justice. Avez-vous toujours confiance en votre ministre de la Justice ? Oui, complètement. Le président dénonce une chasse aux sorcières après une nouvelle fuite dans la presse. Son ministre de la Justice est soupçonné de parjure, d'avoir menti sur ses liens avec la Russie. Le jour où il prête serment, des questions sont posées. Et ici, il déclare « Je n'ai pas eu de communication avec les Russes. » Pourtant, Jeff Sessions a rencontré l'ambassadeur du Kremlin à 2 reprises. Une première fois en marge de ce congrès en juillet, une autre en septembre. Il était alors proche conseiller du candidat Donald Trump. Sa stratégie de défense, ses conversations entraient uniquement dans le cadre de son rôle de sénateur, aucun lien avec la campagne électorale. Ma réponse à la question du sénateur Franken était honnête et juste, telle que je l'ai comprise. Je n'ai jamais rencontré d'agents russes ou d'intermédiaires russes au sujet de la campagne de Trump. Une potentielle ingérence du Kremlin dans l'élection présidentielle, c'est le cœur de l'affaire. Une enquête est ouverte, une enquête menée par le FBI. Mais le FBI est dirigé par le ministre de la Justice soupçonné. Un dossier sensible qui inquiète le Congrès. La pression monte, même certains républicains doutent. Le problème, c'est son témoignage devant le comité. Il doit vraiment répondre à certaines questions, c'est sûr. Alors que les démocrates exigent sa démission, Jeff Sessions tente de calmer les sénateurs. Je me récuse moi-même de toute affaire en lien avec la campagne de Donald Trump. Une affaire qui rappelle le cas de Michael Flynn. Il y a 2 semaines à peine, le conseiller à la sécurité nationale a dû démissionner. Lui aussi a été en contact avec l'ambassadeur du Kremlin, le même que Jeff Sessions a rencontré, Sergei Kislyak, un diplomate qui serait lié étroitement aux renseignements russes, peut-être même à l'espionnage. Soufiane Al-Sabag, c'est le 2e membre de l'administration Trump qui se retrouve ainsi mis en cause pour ses liens avec la Russie, la fameuse Russia Connection, comme on l'appelle aux États-Unis. Dans quelle mesure est-ce que ça fragilise Donald Trump ? Alors, ça fragilise Donald Trump de façon très directe. Il s'agit du ministre de la Justice, l'Attorney General. C'est un rôle très important au sein de l'administration américaine. En plus de cela, Jeff Sessions, c'est un petit peu la caution de sûreté de Donald Trump. C'était le premier sénateur il y a maintenant 1 an, qui avait soutenu officiellement Donald Trump dans sa campagne lors des primaires. Et vous vous souvenez, il était tout à fait décrié. Il cherchait à recueillir au fond le soutien de ce système de Washington qui lui est tout à fait indispensable pour gouverner, on le voit aujourd'hui. Donc si Donald Trump venait à perdre Jeff Sessions, si celui-ci venait à être examiné par une commission bipartisane au Congrès, ce qui serait en fait le seul moyen de le démettre de ses fonctions, alors ce serait une grosse perte pour lui, c'est sûr et certain. Comment est-ce qu'on explique toutes ces fuites qu'on voit dans la presse sur l'enquête du FBI sur la Russie ? À mon sens, on peut l'expliquer premièrement par le manque d'expérience de l'administration Trump en général. Vous n'avez pas affaire à des politiciens professionnels et il ne faut pas s'en cacher, quand vous êtes ministre, vous avez un ministère à tenir, vous avez une administration à tenir et vous avez au fond un staff à gérer, à maîtriser et tout porte à croire que au fond ce staff n'est pas aux ordres des ministres qui ont été nommés par Trump. Et puis deuxième point, on a eu
des informations cette semaine qui montrent que l'administration Obama, avant de partir, aurait donné, disons, des directives ou des consignes de ne pas forcément faire ses meilleurs efforts pour collaborer avec les nouveaux ministres qui seraient nommés par Trump. Et donc cela pourrait effectivement expliquer ces fuites. Que la question, en tous les cas, de ces liens, elles rebondissent ainsi. C'est un coup dur pour Donald Trump qui semblait, après sa prestation devant le Congrès mardi soir, avoir réussi à donner une nouvelle impulsion à sa présidence. 70% des téléspectateurs interrogés ont dit se sentir plus optimistes après l'avoir écouté. Wall Street s'est envolé et après ce discours a atteint son plus haut depuis le début de l'année. On écoute tout de suite le président américain. J'ai un message ce soir, un message d'unité et de force qui vient du fond de mon cœur. Un nouveau chapitre de la grandeur de l'Amérique s'ouvre. Une fierté nouvelle balaye le pays. Un optimisme nouveau va nous permettre de réaliser l'impossible. Nous assistons aujourd'hui à la renaissance de l'esprit américain. Nos alliés vont retrouver une Amérique capable de les guider. Ça n'a vraiment rien à voir avec le discours très sombre qu'il avait prononcé le jour de son investiture. Ça vous a surpris? Sur la forme, c'est vrai, il est tout à fait rentré dans cet exercice de présidentialité qui lui avait fait défaut il y a maintenant un peu plus de 40 jours lors de son investiture. Maintenant, sur le fond, il ne faut pas s'y tromper. Donald Trump a gardé la ligne directrice qui est celle de sa campagne. Pourquoi ? Parce qu'il le sait déjà, il pense à sa réélection. Il sait qu'en 2020, il sera jugé sur les promesses qu'il a faites en 2016. Et un signe qui ne trompe pas, Donald Trump, dès cette semaine, a commencé à rencontrer des donateurs dans le but de préparer le financement de sa future campagne. Donc c'est très sérieux. Il faut surtout ne pas oublier qu'il y a eu des promesses en 2016, que ce discours devant le Congrès est, in fine, le début d'un argumentaire qui vise à assurer la réélection de Trump en 2020. Et dans ces conditions, il y a un exercice de forme de présidentialité, mais sur le fond, il doit délivrer sur les promesses qu'il a faites. Alors sur le fond, justement, Donald Trump a promis de renforcer les frontières, de construire au plus vite ce fameux mur, de défendre les entreprises américaines. Il annonce aussi un programme colossal de grands travaux de 1000 milliards de dollars. Est-ce que tout ça, c'est faisable ? Alors, premier point, aucune surprise, il avait annoncé. Maintenant, deuxième point, est-ce que c'est faisable? Alors ça, c'est la grande question, puisqu'il y a toujours une dichotomie qui est très forte entre l'idéologie qui est celle portée par Donald Trump et son administration, qui est très à droite, très conservatrice, très, je dirais, d'une certaine façon révolutionnaire en matière de doctrine pour le Parti républicain. Et puis vous avez en face de lui des sénateurs, des représentants républicains qui sont eux dans la droite ligne du parti historique, qui est celle de George W. Bush, qui était celle pendant la primaire de Jeb Bush ou de Marco Rubio. Et donc c'est très compliqué pour Trump, par exemple, de faire passer un plan d'infrastructure de 1000 milliards de dollars, puisque ces républicains plus classiques ne l'acceptent pas facilement. Donc il va lui falloir faire des concessions, et ça va être très intéressant de voir ce que Trump va être capable de concéder pour obtenir en contrepartie des mesures qui seraient plus favorables de la part des sénateurs républicains. Alors ce qu'on retiendra aussi de ce discours, c'est la hausse annoncée de près de 10% du budget militaire américain, qui retrouverait ainsi son niveau des débuts de la présidence Obama. 600 milliards de dollars pour l'armée, c'est 3 fois ce que dépense la Chine, 8 fois ce que dépense la Russie. Il faut moderniser notre armée, martèle Trump, pour rendre à l'Amérique sa grandeur. Cette hausse, si elle est votée, devrait se faire au détriment de l'aide au développement, de l'aide internationale américaine. C'est le ministère des Affaires étrangères américain, le département d'État, qui va en souffrir. Le chef de la diplomatie, Rex Tillerson, l'ancien patron d'ExxonMobil, paraît d'ailleurs de plus en plus mis sur la touche. Son équipe n'est toujours pas mise en place, il est quasi inaudible. Soufiane Asselbach, ça vous a surpris? La première raison qui peut permettre de l'expliquer, c'est l'inexpérience de Rex Tillerson. C'est un businessman, il vient du monde des affaires, et là on lui donne un géré à ministère, une administration qui est considérable. Il s'agit du département d'État, c'est pas la moindre. Et donc effectivement, il a face à lui des personnes qui, très visiblement, ne souhaitent pas appliquer le programme de Donald Trump. Pourquoi? Parce que c'est très largement des personnes qui, dans le staff opérationnel, viennent de l'administration Obama, premier point. Et puis deuxième point,
le département d'État est encore soumis à un certain nombre de nominations qui sont bloquées au Sénat par les démocrates. Et donc, dans ces conditions, c'est très difficile pour Tillerson d'apposer sa griffe. Donc, il va lui falloir encore plusieurs semaines pour vraiment infléchir la position de son staff. Et encore une fois, c'est peut-être les limites de la logique de Trump d'imposer des outsiders dans le système gouvernemental. On voit que la mayonnaise ne prend pas bien. Oui, mais on a quand même l'impression aujourd'hui que ce sont davantage les militaires que les diplomates qui ont l'oreille de la Maison-Blanche. Absolument. Vous avez vu le nombre de généraux qui ont été nommés à des postes très importants par Trump. Ça veut dire quelque chose. Vous voyez effectivement cette hausse de 10% du budget du département de la Défense. Ça veut dire des choses. Ça veut dire qu'au fond, la diplomatie, mais on le savait déjà, n'aura pas, je dirais, la primeur des priorités qui seront celles de l'administration Trump. On va parler un petit peu de l'opposition. Le week-end dernier, les démocrates américains ont élu à Atlanta leur nouveau leader. Il s'appelle Tom Perez. C'est un proche d'Obama, son ancien secrétaire d'État au travail. 55 ans, né de parents originaires de la République dominicaine, il devient le premier hispanique à prendre la tête du parti. Dans la foulée, il a nommé son rival, Keith Ellison, un Afro-Américain musulman plus à gauche, au poste de vice-président. L'objectif désormais affiché, c'est d'unir, bien sûr, le parti contre Trump. Alors après les Clinton, après les Obama, c'est la nouvelle génération qui émerge à gauche? C'est la nouvelle génération, mais on voit que de manière systémique, c'est quelque chose qui se perpétue. C'est très peu différent de ce qu'on a connu au sein du Parti démocrate jusqu'ici. Vous avez d'un côté l'homme du système, qui est très visiblement l'homme de l'administration Obama, et l'homme d'Hillary Clinton, c'est Tom Perez. Il a l'avantage d'être hispanique, ce qui ne peut pas heurter en vue, encore une fois, des élections à venir. Et puis en face de ça, vous avez l'aile plus populiste, qui est représentée par Keith Ellison, qui est représentant du Minnesota par ailleurs au Congrès. C'est un homme qui est musulman, très utile dans les temps actuels face à la rhétorique de Trump. Et c'est un homme qui, encore une fois, a un discours qui est plus à gauche. Et donc ça permet... C'est l'héritier de Sanders. C'est l'héritier de Sanders. Donc ça permet au Parti démocrate d'occuper, je dirais, les deux ailes historiques du parti et de pouvoir contenter l'intégralité de sa base électorale. Et alors, quel est le rôle de Barack Obama dans tout ça? On sait que le couple a signé cette semaine un contrat très juteux avec une maison d'édition, 60 millions de dollars pour les droits de 2 livres, l'un signé par l'ancien président, l'autre par Michelle Obama. Est-ce que ça veut dire qu'il compte plus jouer de rôle politique ou au contraire, c'est l'inverse? Ça peut être tout à fait l'inverse, puisque vous avez vu qu'Eric Holder, l'ancien ministre de la Justice de Barack Obama durant ses 5 premières années à la Maison-Blanche, a déclaré cette semaine, préparez-vous, le président va revenir, le président va s'exprimer publiquement, et donc ça veut dire deux choses. C'est que 2018, il y a les élections de mi-mandat, Barack Obama veut avoir un rôle dans la victoire à venir du Parti démocrate. Il la souhaite face à une administration Trump qui pourrait arriver dans ses midterms très affaiblie. Et puis après ça, il y a 2020. 2020, c'est la désignation d'un nouveau candidat. Et Barack Obama sera en quelque sorte, et on le voit déjà, le kingmaker des primaires démocrates. Et donc, c'est le faiseur de roi. Il veut s'imposer comme le faiseur de roi. On va voir si, par la publication des livres, ce sera un argument de plus pour essayer de se placer dans cette course à la nomination et aux midterms. Mais très clairement, on voit que Barack Obama n'est pas sorti du jeu. Alors cette semaine, c'était aussi aux États-Unis le grand retour sur le devant de la scène de George W. Bush, l'ancien président qui est devenu artiste peintre, portraitiste plus exactement, puisqu'il a réalisé une série de portraits d'anciens combattants de l'armée américaine, le tout compilé dans un livre qui sort cette semaine, Portrait de courage, 66 visages de militaires blessés ou traumatisés qui ont servi après le 11 septembre, qu'il a donc lui-même envoyé au front. Il les a tous rencontrés, il dit penser à eux tous les jours, avoir voulu honorer leur sacrifice, leur courage, même s'il dit n'avoir aucun regret pour les guerres qu'il a lancées, l'initiative laisse quand même deviner un certain désir de rédemption. George Bush, en tous les cas, profitait de son passage sur les plateaux télé pour donner quelques conseils à Donald Trump, qu'il n'aime pas, ça tout le monde le sait. Attention au pouvoir, c'est addictif, attention à ne pas entrer en guerre contre la presse. Ça, dit George Bush, c'est antidémocratique. Écoutez-le. J'estime que les médias sont indispensables à la démocratie. Ils sont indispensables pour que des gens comme moi aient à rendre des comptes. Le pouvoir peut être addictif, destructeur. Vous savez, par exemple, j'ai passé beaucoup de temps à convaincre Vladimir Poutine de la pertinence d'une presse libre.
George Bush qui a été tant critiqué par les médias, est-ce qu'il est en voie de réhabilitation aux yeux du grand public? C'est clairement son but. Je dirais, Donald Trump, pour George Bush, c'est une occasion en or. Il sort de l'histoire en 2009 comme le pire président de l'histoire américaine, et voilà le président républicain qui lui succède, Donald Trump, qui est encore pire que lui. Donc c'est l'occasion pour lui de sortir, refaire surface à la lumière, mettre en avant effectivement ces peintures qui mettent en lumière une partie de l'histoire américaine, et il démontre comme ça son attachement à la nation et en même temps sa hauteur de vue par rapport au nouveau président. Alors c'est la photo de la semaine et elle a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. Voilà Kellyanne Conway, la conseillère de Donald Trump, assise avec des involtures sur les pieds sur le canapé dans le bureau ovale, alors que le président, vous le voyez à l'arrière-plan, reçoit des dirigeants de lycées et d'universités noires. Sur Twitter, beaucoup se sont déchaînés contre le manque de respect de l'équipe Trump. Elle vous inspire quoi, cette photo? Tempête dans un verre d'eau, ou au contraire, ça veut vraiment dire que quelque chose est en train de changer? Alors, ce que ça m'inspire, c'est qu'au fond, vous voyez quelque chose au premier plan de cette photo, Madame Conway sur le canapé, effectivement, ça a choqué, c'est de l'irrespect, etc. Mais on oublie complètement le fond de la photo, à savoir Donald Trump avec les représentants afro-américains. Et au-delà de ça, le symbole politique qui est là-dedans, puisque au même moment, il y a un débat qui s'engage sur les écoles libres aux États-Unis, les écoles privées qui sont poussées par Betsy DeVos, et Donald Trump fait venir des représentants de la communauté afro-américaine pour s'en servir comme d'une caution, en fait. Et ce débat de fond, et c'est très symptomatique de l'administration Trump, est totalement effacé par ce qu'on voit au premier plan. Alors les médias parlent de Donald Trump à longueur de temps, mais pas seulement. Aux États-Unis, il y a un autre sujet qui les intéresse en ce moment, c'est ce qui se passe en France. Les médias multiplient les parallèles entre leur campagne l'an dernier et la nôtre. La présidentielle française sera-t-elle le remake de l'élection américaine? Marine Le Pen est-elle le Donald Trump français? Fillon peut-il tenir? Voici quelques-uns des gros titres, des sujets de débat en ce moment à la une des journaux américains. Notre correspondant Jocelyn Huchet nous en dit plus depuis Washington. Oui, notre élection intéresse les Américains, c'est certain, notamment parce qu'ils y voient une sorte de répétition de ce qui s'est passé ici en novembre dernier, à cause du profil en particulier de Marine Le Pen. Elle a fait l'objet de nombreux portraits dans la presse américaine, notamment dans le New York Times. Tous les journalistes voient dans cette femme populiste, nationaliste, protectionniste, un pendant européen à Donald Trump. Même si dans le même temps, ils ont bien compris que le multipartisme français rendrait sans doute assez difficile son élection. L'autre candidat qui intéresse les Américains, c'est François Fillon. Et la question des affaires, évidemment, il n'est pas rare ici qu'un politicien soit suspecté, soit même interrogé. En revanche, il est inenvisageable pour eux qu'une fois mis en examen, il soit encore candidat. Rappelez-vous, Hillary Clinton et ses affaires d'emails privés utilisées alors qu'elle était secrétaire d'État, elle n'a jamais été mise en examen et c'est ce qui a protégé en quelque sorte sa candidature jusqu'au bout. Le troisième profil qui intéresse les Américains et qui fascine les Américains, c'est celui d'Emmanuel Macron. Ils ont bien compris que c'était le profil le plus atlantiste parmi tous les candidats à la présidentielle française. Un profil aussi qui fascine parce qu'il représente en quelque sorte une social-démocratie, l'image que se font les journalistes américains de la France d'aujourd'hui. Tout ça nous amène à l'actualité en Europe. Quel avenir pour l'Europe sans les Britanniques? C'est le sujet du livre blanc que la Commission a dévoilé cette semaine à Bruxelles. 5 scénarios sont possibles, dit en résumé la Commission. Ça va d'une Europe qui se contente d'être un marché unique à une plus intégrée, en passant par une Europe à plusieurs vitesses. Jean-Claude Juncker se garde bien de choisir, mais il en a assez des reproches, des faux-semblants. Il veut pousser les 27 à prendre position, et vite, puisque c'est avant la fin du mois que Theresa May, la première ministre britannique, a prévu, vous le savez, de déclencher la procédure du Brexit. L'Europe, Donald Trump n'en a pas dit un mot dans son discours devant le Congrès. On sait en revanche tout le bien qu'il pense du Brexit. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une alliance objective entre Trump et Theresa May contre les Européens? Au fond, ils y ont tout intérêt, puisque le Royaume-Uni perd énormément en quittant l'Europe. Économiquement, c'est indiscutable. Et puis, effectivement, en termes d'alliance militaire, à plus forte raison, c'est également très clair que le Brexit va punir, en quelque sorte, les Britanniques. Donc, ils ont tout intérêt à garder cette alliance avec les États-Unis, qui est historique et qui va se renforcer avec Donald Trump. Maintenant, sur le fond du débat, et c'est très intéressant,
Comment Trump peut-il justifier son désir de voir l'Europe affaiblie quand l'Europe est très clairement le premier partenaire des États-Unis, et ce sur tous les plans, militaires, économiques, culturels, etc. Donc c'est très intéressant de voir encore une fois une espèce d'irrationalité dans la politique de Donald Trump qui, du moins sur le plan des chiffres, non pas de l'élection et de la volonté de son peuple qu'il représente, mais sur le point de vue des chiffres, les États-Unis et le Royaume-Uni sont dans une situation au fond très similaire. Et ça va être intéressant de voir comment l'alliance va se nouer vis-à-vis des enjeux européens. Allez, on termine ce journal en Turquie avec un film qui sort aujourd'hui, un film à la gloire du président turc Erdogan. Ça s'appelle Le Chef. Il revient sur l'enfance d'Erdogan dans les quartiers populaires d'Istanbul jusqu'à ce moment clé en 99 quand maire de la ville, Erdogan est emprisonné 4 mois, arrêté parce qu'il a récité en public un poème religieux. C'est une incitation à la haine, disent les juges à l'époque. Pour les islamistes désormais au pouvoir, c'est le symbole des dérives de l'État laïque. Le film, il sort ce week-end et ça ne pouvait pas mieux tomber pour Erdogan. On est à 6 semaines du référendum qui doit permettre de renforcer les pouvoirs du président. On aura tout le temps d'en reparler. Merci Soufiane Al-Sabag de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Et vous retrouvez tout de suite d'autres infos sur la chaîne Info.